vivre ensemble, c'est une éternelle que, en fait. Il y a des artistes qui parlent beaucoup, qui s'expriment à travers des interviews fleuves, des confidences publiques ou des mémoires abondantes. Et puis, il y a Lino Ventura. Lui, l'ancien lutteur devenu acteur par hasard, a toujours préféré le silence à la proclamation, la discrétion à l'éclat. Pendant toute sa carrière, il a cultivé cette image d'homme simple, direct, qui se méfiait de la lumière trop vive des projecteurs lorsqu'elle sortait du cadre d'un tournage. On disait de lui qu'il ne souriait qu'aux amis proches et que ses mots rares étaient d'autant plus précieux. Pourtant, derrière ce visage fermé, il y avait une âme attentive. Ventura, l'immigrant italien devenu figure incontournable du cinéma français, savait mieux que personne ce que signifiait le respect. Respect pour un rôle bien joué, pour une parole tenue, pour une carrière bâtie sans tricher. Ainsi, dans ces dernières années, alors qu'il avait pris de la distance avec le monde du spectacle, il s'est laissé aller à une confidence inattendue. Il a révélé les noms des artistes qu'il admirait profondément. Ce n'étaient pas de simples collègues ou des connaissances croisées sur un plateau. Non, il s'agissait d'hommes et de femmes qui, à ses yeux, incarnaient l'essence même de l'art. Des voix, des visages, des âmes qui avaient marqué son chemin, nourri sa vision du métier et parfois même donné du sens à ses propres choix de vie. Lino Ventura n'était pas homme à distribuer les compliments. Ses silences, souvent, en disaient plus longs que ses rares éloges. Alors quand il a prononcé ces 6 noms, il fallait tendre l'oreille, chacun d'eux portait en lui une leçon, une reconnaissance sincère, presque un hommage intime. 6 artistes, 6 phares, dans la nuit, des souvenirs, 6 figures qui ont accompagné de près ou de loin la trajectoire d'un homme devenu mythe sans jamais l'avoir cherché. Et vous allez le découvrir, cette liste révèle autant sur Lino Ventura lui-même que sur ceux qui l'admiraient. Numéro 6. Jean Gabin, pour Lino Ventura. Jean Gabin n'était pas seulement un acteur, c'était un repère, un sommet presque une évidence. Quand on lui demandait quel visage avait façonné sa vision du cinéma, le nom de Gabin surgissait toujours en premier, comme un réflexe. Ventura disait de lui qu'il incarnait la vérité nue. Devant la caméra, pas d'artifice, pas de fioriture, seulement une présence qui remplissait l'écran et qui imposait le silence. Il faut dire que leur parcours résonnait étrangement. Gabin, c'était l'ouvrier devenu star mondiale, l'homme du peuple qui ne reniait jamais ses origines. Ventura, c'était l'immigré italien catcheur de profession, propulsé dans le cinéma par un concours de circonstances. 2 trajectoires venues d'ailleurs mais qui avaient en commun une même droiture, une même simplicité. Chez Gabin, Ventura voyait un frère de destin, un modèle de dignité. Ce qui l'impressionnait le plus, c'était cette capacité qu'avait Jean Gabin à rester lui-même, peu importe le rôle. Que ce soit dans La Grande Illusion Pépé le Mocco ou Le Clan des Siciliens Gabin, imposait toujours sa marque, celle d'un homme qu'on croyait connaître depuis toujours, qu'on aurait pu croiser au coin de la rue, et qui pourtant appartenait au cinéma éternel. Ventura, qui rejetait les excès de végétariat, se reconnaissait dans cette force tranquille. Entre les 2 hommes, il y avait aussi une filiation artistique. Quand Ventura commence à tourner dans les années 50, Gabin est déjà ce monstre sacré dont tout le monde parle avec respect. Être comparé même de loin à un tel géant relevait presque du sacrilège, et pourtant Ventura n'a jamais cherché à l'imiter. Ce qu'il admirait chez Gabin, ce n'était pas un style à reproduire, mais une attitude à adopter l'authenticité. Dans les souvenirs qu'il partageait, Ventura évoquait ce charisme inaltérable de Gabin. Il disait que dans une pièce remplie d'acteurs, quand Gabin entrait, tout s'arrêtait. Non pas parce qu'il cherchait à attirer les regards, mais parce que son existence seule imposait le respect. C'était, selon Ventura, la plus belle leçon que le cinéma pouvait offrir, être grand sans jamais hausser la voix. À travers son admiration pour Jean Gabin, Lino Ventura rendait aussi hommage à une certaine idée du cinéma français, un cinéma solide, enraciné, profondément humain. Dans son cœur, Gabin n'était pas seulement un artiste, il était un compagnon de route invisible, celui qui montrait la voie sans le savoir.
Et lorsqu'il prononça son nom parmi les artistes qu'il admirait le plus, on comprit que Ventura ne parlait pas seulement de cinéma, mais de vie, de fidélité à soi-même, de cette vérité brute qui ne s'achète pas. Numéro 5, Simone Signoret. Parmi les rares actrices que Lino Ventura évoquait avec une admiration sincère, Simone Signoret occupait une place particulière. Elle n'était pas seulement une grande comédienne, elle était pour lui une femme de conviction, une artiste qui portait sur ses épaules les douleurs et les espérances d'une génération entière. Ventura, qui détestait les faux-semblants, voyait en elle une alliée naturelle, une âme indocile, fidèle à ses idéaux et capable de transformer chaque rôle en un miroir de vérité. Ce qui le touchait profondément, c'était la manière dont Signoret choisissait ses personnages. Elle ne cherchait jamais la facilité ni la beauté superficielle. Au contraire, elle privilégiait les rôles marqués par la complexité, l'usure parfois, la désillusion. Dans Les Diaboliques ou Room at the Top, elle montrait que le cinéma pouvait aussi explorer les zones sombres de l'âme humaine. Ventura admirait cette audace pour lui. Elle prouvait que le talent véritable ne se mesure pas à l'éclat d'un sourire, mais à la capacité de donner chair aux vérités inconfortables. Ils ne partageaient pas beaucoup de tournages ensemble, mais Ventura suivait sa carrière avec un respect attentif. Il savait que Signoret, tout comme lui, n'était pas du genre à faire semblant. Elle avait connu les blessures de la vie, les tourments intimes, et elle en avait tiré une force nouvelle pour nourrir son art. Ce mélange de fragilité et de résistance, Ventura le tenait pour un trésor rare. Mais son admiration allait au-delà du cinéma. Simone Signoret était aussi une femme engagée qui n'hésitait pas à prendre position dans les grands débats de son époque. Ventura, discret par nature, n'aimait pas s'exposer dans les combats publics, mais il respectait infiniment ceux qui avaient ce courage. Pour lui, Signoret représentait une intégrité qui dépassait les écrans, une cohérence de vie qui ne pouvait qu'inspirer. Dans ses confidences, il disait qu'elle incarnait la dignité face aux tempêtes. C'était peut-être là la plus belle manière de résumer cette admiration. Ventura, l'homme taiseux, voyait en Signoret une sœur d'armes, capable de rester debout quand tout vacillait. En inscrivant Simone Signoret dans sa liste des artistes qu'il admirait le plus, Ventura faisait plus qu'un hommage, il dressait un portrait de ce qu'il considérait comme la grandeur véritable. Une grandeur faite de courage, de sincérité et de fidélité à soi-même. Numéro 4. Jean-Pierre Melville. Lino Ventura n'a jamais caché son immense respect pour les cinéastes qui savaient diriger sans élever la voix, qui transformait une atmosphère en une empreinte indélébile. Parmi eux, Jean-Pierre Melville trônait au sommet. À ses yeux, Melville n'était pas seulement un réalisateur, mais un maître d'orchestre silencieux, capable d'imposer une vision avec une précision chirurgicale. Ventura, qui fuyait les artifices et les excès, admirait la rigueur de cet homme. Chez Melville, tout semblait réglé au millimètre, les silences, les regards, les gestes. Rien n'était laissé au hasard. Et pourtant, cette rigueur n'étouffait jamais les acteurs. Au contraire, elle les libérait. Ventura racontait que tourner avec Melville, c'était comme marcher sur un fil exigeant, risqué, mais d'une intensité rare. Ce qui le fascinait surtout, c'était le climat que Melville savait créer dans ses films. Des univers froids, nocturnes, peuplés de personnages solitaires, où chaque mot comptait, où chaque cigarette allumée semblait peser une tonne. Ventura, lui-même homme de peu de paroles, trouvait dans ce cinéma une résonance intime. Jouer sous la direction de Melville, c'était presque une reconnaissance. Il avait l'impression que son propre tempérament trouvait enfin un écrin. L'admiration de Ventura pour Melville dépassait l'aspect technique. Il voyait en lui un pionnier, un cinéaste qui avait réussi à imposer sa patte dans un paysage souvent dominé par les compromis. Melville tournait dans son propre studio, écrivait ses propres règles et construisait un monde à part. Pour Ventura, qui détestait les concessions et les compromis mondains, cette indépendance avait quelque chose d'héroïque. Il évoquait aussi l'audace de Melville, ce mélange de cinéma français et d'influences américaines, ce goût pour les figures de l'anti-héros. Ventura se reconnaissait dans cette vision des personnages durs, marqués par la vie, mais profondément humains.
grâce à Melville Ventura, découvrait que son propre physique, son propre silence pouvait devenir un langage universel. En plaçant Jean-Pierre Melville parmi les artistes qu'il admirait le plus, Ventura ne faisait pas qu'honorer un réalisateur. Il rendait hommage à un frère de rigueur, à un artisan de l'ombre qui avait su transformer ses obsessions en chef-d'œuvre. Pour lui, Melville représentait l'exemple même de la fidélité à soi-même, intransigeant, singulier, et pourtant d'une humanité bouleversante. Numéro 3. Charles Aznavour. À première vue, rien ne semblait rapprocher Lino Ventura et Charles Aznavour. L'un venait du monde du sport et du cinéma massif taiseux, ancré dans la terre. L'autre était un poète de la chanson fragile, en apparence, porté par les mots et la musique. Et pourtant, Ventura ne cachait pas son admiration pour cet homme dont la voix résonnait dans le cœur des Français depuis des décennies. Ce qui frappait Ventura, c'était la sincérité absolue d'Aznavour. Chaque chanson semblait jaillir d'une confession intime, comme si l'artiste offrait une part de lui-même à son public. Ventura, qui se méfiait des faux-semblants, trouvait dans ce dépouillement une vérité rare. Il disait que les chansons d'Aznavour avaient cette force unique de mettre des mots sur des émotions que même le meilleur acteur ne pouvait toujours exprimer. Leur proximité se jouait aussi dans leurs origines. Ventura était fils d'immigrés italiens, Aznavour, fils d'Arméniens. Tous deux savaient ce que signifiait la marginalité, l'effort, la nécessité de prouver sa valeur dans un pays qui n'accorde pas toujours sa confiance facilement. Pour Ventura, l'ascension d'Aznavour était le symbole d'une France qui, malgré ses résistances, pouvait ouvrir ses bras à ceux qui venaient d'ailleurs. Il admirait aussi sa persévérance. Longtemps critiqué pour sa voix jugée trop nasillarde pour son physique éloigné des canons traditionnels, Aznavour n'a jamais renoncé. Il a travaillé encore et encore jusqu'à imposer son style comme une évidence. Ventura, qui avait lui-même construit sa carrière sans école, sans plan de carrière, reconnaissait dans ce parcours une même ténacité. Les chansons d'Aznavour accompagnaient Ventura dans ses moments de silence. Il disait que certaines paroles avaient la force de résumer une vie entière en quelques vers. Hier encore, la bohème. Emmenez-moi autant de titres qui parlaient du temps qui passe, des illusions perdues, des rêves à jamais suspendus. Ventura les écoutait comme des confessions universelles, des miroirs tendus à chacun. En citant Charles Aznavour parmi les artistes qu'il admirait le plus, Ventura élargissait le champ de son hommage. Il montrait que son respect ne s'arrêtait pas aux acteurs ou aux réalisateurs, mais qu'il allait à tous ceux qui savaient toucher l'âme. Pour lui, Aznavour incarnait cette magie rare, transformait la fragilité en force, l'intime en universel. Numéro 2. Yves Montand. Chez Lino Ventura. L'admiration pour Yves Montand tenait presque de l'évidence. Montand, c'était l'exemple d'un artiste total, chanteur-acteur, figure publique, capable de briller aussi bien sur une scène de music-hall que devant la caméra des plus grands réalisateurs. Ventura, lui qui avait toujours cultivé la retenue, voyait dans cette polyvalence un mélange fascinant de talent et d'audace. Ce qui l'impressionnait d'abord, c'était l'ascension fulgurante de Montand. Né dans une famille modeste d'immigrés italiens, tout comme Ventura, il avait connu la difficulté des débuts, la nécessité de travailler 2 fois plus pour être accepté. Leur point commun était là, l'un venait de Parme, l'autre de Toscane, tous deux avaient dû se battre pour devenir français de cœur et d'âme. Ventura respectait profondément cette capacité à transformer une origine humble en une trajectoire universelle. Sur scène, Montand déployait une aisance qui laissait Ventura admiratif. Ses interprétations de chansons comme « Les feuilles marnes, mes feuilles mortes » ou « À Paris » étaient pour lui des leçons de présence scénique. Ventura, acteur de cinéma, savait combien il est difficile de capter une salle entière avec un simple geste, une inflexion de voix. Montand le faisait avec une grâce naturelle, comme s'il ne doutait jamais. Au cinéma, Ventura suivait sa carrière avec la même attention. La guerre est finie, de Resnais Z, de Costa Gavras, ou encore Jean de Florette, montrait un acteur capable de se réinventer, de passer de la légèreté au drame, sans effort apparent.
Ventura, qui avait lui-même bâti sa réputation sur des rôles de force et de droiture, admirait cette capacité à jouer sur tous les registres. Mais au-delà du talent, ce qu'il respectait surtout, c'était l'homme. Montand assumait ses opinions, ses engagements parfois au risque de déplaire. Ventura, plus discret, n'aimait pas l'exposition politique, mais il reconnaissait le courage de celui qui osait dire ce qu'il pensait. À ses yeux, Montand représentait une liberté rare, celle d'un artiste qui ne se laisse enfermer ni par les modes, ni par les convenances. En inscrivant Yves Montand dans sa liste d'admiration, Ventura rendait hommage à une énergie différente de la sienne, mais qu'il considérait essentielle: le feu, le mouvement, l'élan. Là où lui incarnait la solidité et la réserve, Montand incarnait l'ouverture et la conquête. Et peut-être que cette complémentarité expliquait la profondeur de son respect. Numéro 1. Jean-Paul Belmondo. La révélation de ce dernier nom surprit plus d'un. Lino Ventura, figure de droiture et de gravité, choisissait de placer Jean-Paul Belmondo au sommet de son admiration. Belmondo, c'était l'antithèse apparente, la désinvolture, la gouaille, l'insolence joyeuse. Mais c'est précisément cette liberté qui fascinait Ventura, lui, qui avait toujours vécu dans la rigueur et la retenue. Belmondo appartenait à cette génération nouvelle vague qui avait bouleversé le cinéma français. À bout de souffle, l'homme de Rio. Le professionnel autant de films où il imposait une énergie brute, une vitalité contagieuse. Ventura regardait ce parcours avec une admiration sincère. Là où lui incarnaient les héros taciturnes, Belmondo incarnait l'élan, l'audace, la spontanéité. Deux pôles opposés mais complémentaires comme les deux visages d'un même cinéma. Ce qui touchait Ventura, c'était la proximité avec le public que Belmondo entretenait sans effort. On disait de lui qu'il était le copain de tout le monde, un acteur populaire au sens noble, celui qui parle aussi bien aux intellectuels qu'aux spectateurs des quartiers populaires. Ventura, qui se méfiait des cercles fermés et des mondanités, trouvait dans ce rapport direct une leçon d'authenticité. Il admirait aussi son courage physique. Belmondo réalisait lui-même la plupart de ses cascades au risque de sa santé avec une jubilation enfantine. Ventura, ancien lutteur, respectait profondément cette audace corporelle, cette manière de mettre son propre corps en jeu pour la vérité d'une scène. Pour lui, Belmondo prouvait que le cinéma pouvait être une aventure vécue, pas seulement jouée. Mais plus encore, ce qui liait Ventura à Belmondo, c'était une même fidélité à soi-même. L'un et l'autre n'avaient jamais cédé aux modes. Ventura avait refusé Hollywood pour rester fidèle à sa langue et à son public. Belmondo, malgré sa célébrité planétaire, avait toujours revendiqué son identité française, refusant de devenir un produit international formaté. Ventura voyait là un miroir, deux hommes, qui chacun, à leur manière, avaient choisi la vérité plutôt que le clinquant. En plaçant Jean-Paul Belmondo au sommet de son panthéon personnel, Lino Ventura ne faisait pas qu'un compliment. Il révélait une part secrète de lui-même. Derrière la rigueur, il admirait la liberté. Derrière le silence, il respectait l'éclat. Belmondo représentait ce qu'il n'était pas, mais qu'il rêvait peut-être d'être un homme qui avance sans peur, le sourire aux lèvres, envers et contre tout. Au soir de sa vie, Lino Ventura n'a jamais cherché à se bâtir une légende. Il n'aimait pas les hommages officiels, ni les discours pompeux. Pourtant, en révélant les 6 artistes qu'il admirait le plus, il a laissé entrevoir une vérité profonde derrière l'image de rock. Il y avait un cœur sensible, attentif à la grandeur des autres. Jean Gabin, le modèle d'authenticité. Simone Signoret, la dignité face aux tempêtes. Jean-Pierre Melville, la rigueur implacable. Charles Aznavour, la fragilité transformée en force. Yves Montand, l'énergie multiforme. Et Jean-Paul Belmondo, la liberté incarnée. Chacun d'eux représentait une valeur, un fragment de ce que Ventura considérait comme essentiel. Ce ne sont pas seulement des noms jetés au hasard, mais une constellation intime où chaque étoile éclaire une facette de son propre chemin. À travers cette liste, Ventura nous confiait en creux sa propre définition de l'art: être vrai, rester fidèle à soi-même, parler aux hommes et aux femmes, au-delà des modes et des frontières. Lui qui n'aimait pas les grandes déclarations,
livrait ainsi, presque malgré lui, un testament spirituel. Aujourd'hui encore, en revisitant ses confidences, on comprend mieux pourquoi Lino Ventura demeure une figure unique du cinéma français. Parce qu'il ne s'est jamais trahi. Parce qu'il a su admirer sans envier, respecter sans se comparer, aimer sans bruit. Et parce que derrière chaque rôle vibrait cet homme simple qui trouvait sa grandeur dans celle des autres.